Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Nous sommes de nouveau présents pour décrypter les grandes lignes d'actualité. On va revenir sur la question relative à la désignation du porte-parole de l'opposition. Les violons ne s'accordent toujours pas entre les différents ténors de l'opposition. Deux blocs se sont formés. D'un côté, Moïse Katumbi, Matata Pognon et Adolphe Mouzito, et de l'autre, Martin Fayoulou et Délice Sanga, qui rejettent la démarche de Moïse Katumbi et qui qualifient Ensemble pour la République comme des marionnettes du pouvoir. Des accusations vraies, on en parle dans cette émission. On va revenir aussi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors que les élèves des finalistes des humanités terminés hier leur examen d'état. Les rebelles M23 ont de nouveau bombardé un centre et l'incident a occasionné le décès de 34 finalistes, alors que la première ministre était d'ailleurs des passages à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Comment mettre fin à cette situation? Comment Kinshasa doit se comporter face aux menaces de Kagame? Nous en parlons également dans cette émission. Et à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, après la publication de son équipe gouvernementale, ce dernier a réuni les différents ministres et commissaires généraux qui sont au total 20, soit 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux pour donner des orientations, mais aussi pour exprimer ce qui sera son action au niveau de la tête de la ville de Kinshasa. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir un jeune, il est cadre d'Ensemble pour la République, il s'appelle Patrick Nvi. Un nom assez compliqué. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Hervé, de me recevoir encore une fois de plus. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce. Vous savez que c'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux de télévision. Ça fait un laps de temps qu'on n'a pas eu répression, on a dû s'effacer compte tenu de certaines réalités personnelles. Ben, les choses reprennent du poil de la bête. Nous revoilà. Donc ça va. Ça signifie quoi? Ben, il y a une double signification parce que je suis du bandeau. 3 lettres seulement. Ah oui, 3 lettres seulement. En quelque sorte, il y a toiture d'une maison, dans le cadre de la protection, mais en même temps chevet blanc, signe de sagesse. Quand on mélange les deux, ça donne une vie. Bah, malheureusement, vous n'avez pas encore cette chevelure blanche. Oh non, ça arrive, mais j'ai tendance à atteindre ça un peu. Donc, voilà. Très bien, allez, on va parler actualité. Il ne faut pas éviter les cheveux blancs. Non, je n'invite pas, mais on fait ce qu'on appelle la lutte contre la vieillesse avant. Donc on teint ça un tout petit peu, mais sinon avec le temps on va laisser, donc ça va aller. Merci beaucoup. Allez, d'abord la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Les rebelles ont de nouveau endeuillé la RDC, des finalistes, malheureusement, des élèves qui affrontaient les épreuves d'examen d'État. C'était le 4e et dernier jour hier. Et malheureusement, ils ne sauront même pas leurs résultats, ils ne toucheront pas ces diplômes, simplement parce que des gens ont décidé de prendre des armes pour des raisons qui restent encore obscures. 34 personnes ou 34 élèves décédés. Comment expliquez-vous à ces jours l'attitude de Kinshasa face à ce qui se passe dans la partie est du pays? Merci beaucoup. Avant de pouvoir aborder le sujet avant de pouvoir parler de l'attitude de Kinshasa, j'aimerais d'abord dire aux gens que ce qui tue par l'épée périra par l'épée. C'est dans la Bible. J'aimerais d'abord envoyer mes condoléances à toutes ces familles attristées, compte tenu de cette circonstance qui est arrivée malencontreusement lors des épreuves des examens d'État. Ces élèves, ce sont nos frères, ce sont nos petites sœurs, ce sont nos enfants. Et malheureusement, ils ont dû connaître ces genres de choses, tout simplement parce qu'il n'y a pas sécurité au sein du pays, tout simplement parce que les gens qui sont à la gestion du pays ne sont pas en mesure de pouvoir sécuriser ces élèves. Donc c'est déplorable. Deuxièmement, nous avons cette culture, ces manques de culture-là en Afrique de façon générale, mais de façon particulière en RDC, de ne pas avoir la capacité de pouvoir démissionner ou encore admettre qu'on a tort. Ça c'est vraiment dans l'actif de tout politique congolais, de façon générale. Mais en particulier, il y en a ceux-là qui se distinguent en disant que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Vous pouvez comprendre que ça fera aujourd'hui 2 ans que Bunagana est toujours sous l'emprise de ces rebelles-là. On nous a promis monts et merveilles jusqu'à présent. Vous allez vous souvenir avec moi qu'il n'y a pas longtemps ici, il y a eu une bombe qui a explosé au sein de centres de réfugiés au niveau de l'Est. Aux yeux au sud de tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours des déclarations. Mais alors voilà, qu'est-ce qui vient d'arriver encore? Ces enfants ont perdu leur vie. C'est comme si nous étions dans un échiquier où les autorités sont en train de jouer avec les vies des gens qui deviennent non sacrés. Or, la Constitution
connaît le fait que la vie humaine soit sacrée. C'est déplorable. Alors, j'ai envie de dire directement le pouvoir en place, qui sont incompétents. L'incompétence n'est pas synonyme d'insulte. L'incompétence n'est pas un péché. Il faut reconnaître que nous avions la bonne foi, la bonne volonté, mais malheureusement, nous ne sommes pas arrivés. On leur a donné le pouvoir, ils ont fait 6 ans maintenant là. Voilà que chaque jour, nous sommes en train de voir de mort en mort. Mais qu'est-ce que ça rapporte exactement au pouvoir en place? Sont-ils heureux de voir ces morts? Ou veulent-ils réellement trouver des mécanismes et des solutions pour pouvoir éradiquer cela? Jusqu'à présent, quelles sont les mesures en place qu'ils ont eu à mettre? Est-ce que ça produit des effets? Je ne pense pas. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, je pense qu'ils seront normalement heureux ou encore ils sortiront par la grande porte en disant qu'ils sont démissionnaires par rapport à l'incompétence dont il fait preuve. Il y a quand même des efforts qui sont fournis. Il y a l'état des sièges qui a été décrété. Il y a les Wazalendo qui ont été mis en contribution pour éradiquer ces fléaux. Il y a les troupes de l'EAC mais aussi de la SADC qui ont intervenu à un moment pour essayer de restaurer la paix. Pourquoi vous ne saluez pas les efforts fournis par les autorités? Je me souviens tout au début, M. Hervé, quand le président de la République, Félix Tshisekedi, actuellement, parce qu'on doit l'admettre, le fait, c'est lui le président, à l'entrée, il a dit qu'il a trouvé une armée organisée, que l'ancien président lui a laissé une armée organisée. Qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui, cette armée? Nous étions 40e dans la liste des armées les plus fortes du monde et d'Afrique, et aujourd'hui nous sommes où? Vous comprenez cela? Quand vous prenez la souveraineté de votre pays, vous l'octroyez à d'autres forces extérieures, EAC, SADC et consorts, qu'est-ce que ça produit jusqu'à présent? Rien. Dans Ensemble pour la République, nous avons proposé des mécanismes. Nous avions dit qu'ils puissent venir chez nous, nous avons parlé, afin que nous puissions leur donner aussi des mécanismes de solution. Ça, c'est un. Ou encore, s'ils ne sont pas à mesure de mettre en place un mécanisme de sécurité qu'il faut pour pouvoir sécuriser la population congolaise, qu'ils fassent quoi? Qu'ils partent. Ils n'ont fait que, comme on dit, le mot m'échappe encore, hypothéquer la souveraineté nationale en délivrant la sécurité de la nation entre les mains de la SADC. En quoi le pouvoir a hypothéqué la souveraineté nationale? On vous dit que vous avez une armée forte. Quand vous trouvez une armée forte, qu'est-ce que vous faites? Vous renforcez encore davantage cette armée-là, de telle sorte qu'elle puisse mener les batailles sur le terrain comme il se doit. C'est ce qui est fait. Non, ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, pourquoi faire appel à l'EAC? Pourquoi faire appel à la SADC? Même les États-Unis ont toujours besoin des alliés. Attendez, je n'en disconviens pas. Les États-Unis ont des alliés, mais n'ont pas d'alliés pour faire de bataille ou de guerre. Attention, quand les États-Unis ont un problème avec vous, ils s'attaquent à vous directement. Il n'a pas besoin d'un allié X ou Y. C'est peut-être pour des raisons économiques que les États-Unis font appel aux autres. Mais en ce qui concerne l'armée, les États-Unis ne font pas appel aux gens. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle première puissance du monde. Mais j'aimerais m'attarder un peu sur ce que vous venez de dire tantôt ici. Vous avez parlé de la SADC, de l'EAC, mais également de Wazalendo. Les Rwandais ne sont pas une force officielle ou encore une armée reconnue au sein de la République démocratique du Congo. C'est tout simplement un groupe de gens congolais qui ont décidé de prendre les armes contre l'ennemi. Je ne refuse pas cela, ce qui est chose bien. Mais comme j'ai toujours dit dans le passé, il faut cadrer cette affaire-là. Au risque que demain nous puissions avoir un M23 bis avec les Wazalendo. Parce qu'ils auront des recommandations, ils auront des désirs et des besoins. Mais quand vous laissez aller comme ça, vous appuyez toute une république, tout un gouvernement sur de particuliers. La population congolaise qui a décidé de prendre des armes, mais vous, en tant qu'armée, vous, en tant que gouvernement plutôt, vous ne mettez pas les moyens y afférents à l'armée afin de résoudre le problème qui ronge notre pays, plus particulièrement à l'Est. C'est décevant. Très bien. Alors, on parle des M23, c'est parce qu'il s'agit de ces groupes rebelles qui a occasionné ces cas de mort. Nous avons longtemps décrié ici l'agression rwandaise. On a pointé du doigt accusateur le président rwandais, Paul Kagame, comme c'est lui qui occasionnait des morts sur notre territoire. Mais là, la donne semble changer. Le M23 aujourd'hui, c'est Corneille Nangaa, c'est Jean-Jacques Mamba, c'est des anciens du PPRD, des gens qui ont occupé des fonctions officielles dans ces pays, des gens qui ont vécu avec nous. Alors, quelle est notre part des responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de notre pays? Ouais, on doit reconnaître que, M. Hervé, il n'y a pas que les Rwandais dans cette affaire-là. Parce que ce qui est vrai, c'est que les gens qui sont en train de tirer ces ficelles, ce sont les Rwandais, qui ont eux aussi derrière eux, des gens qui sont en train de les financer. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des traîtres dans ces pays qui jettent l'opprobre sur la nationalité congolaise. Des gens comme Corneille Nangaa consort. Vous savez ce qu'il a fait en son temps, quand il était président de la CENI. Et aujourd'hui, il va encore en rébellion contre les gens que lui a facilité pour qu'ils arrivent au pouvoir. C'est du théâtre tout simplement. On ne gagne pas le pouvoir avec les armes, on gagne le pouvoir par la démocratie sur le terrain
par rapport aux lois établies dans la République. Mais sur le plan diplomatique, est-ce que la présence des Congolais dans les rangs des rebelles ne fragilise-t-elle pas l'action menée par le pouvoir? Parce que depuis longtemps, on avait présenté Kagame comme le principal agresseur de notre pays. Que des Congolais puissent se retrouver dans les rangs des rebelles, ça... Oui. Ça fragilise un peu. Oui, non, ça ne fragilise pas. Par contre, c'est déplorable, certes. C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre que certains Congolais aillent en guerre contre leurs propres frères et sœurs. Mais comme je le dis tantôt ici, ce sont des traîtres tout simplement par avis de moyens, par avis d'argent, qu'ils veulent aujourd'hui conquérir le pouvoir. Des gens qui venaient à peine d'être président de la CENI, député national... Je n'en dis ce qu'on vient. Mandataire et consort. Mais justement, cette avidité-là dont je parle, les gens sont tellement assoiffés du pouvoir et d'argent qu'ils ne peuvent pas se suffire de ce qu'ils peuvent avoir. Moi, je prendrai un exemple simple. J'aimerais quand même prendre l'exemple de Moïse Katumbi parce que je suis du parti Ensemble pour la République. J'aimerais bien le préciser. C'est quelqu'un qui aime bien parler aux gens en disant que moi, Dieu m'a déjà béni financièrement. Que vais-je encore rechercher pour pouvoir m'enrichir au niveau du pouvoir si je deviens président de la République? C'est-à-dire que les avions, il les a eus avant qu'il puisse faire la politique. Toute la richesse du monde, les véhicules, les mobiliers, etc., il a pu les avoir avant même de faire la politique. Et dans la politique, en faisant croître ses affaires, il en a eu encore davantage. Vous allez vous souvenir avec moi lors de la campagne électorale, il avait même promis que quand s'il se devient président, il ne touchera pas à ce que l'État lui aurait dû comme étant soit émolument ou encore, appelons ça de façon vulgaire, salaire. Alors, je reviens un peu sur ça. Quand on a Nanga et tous les autres qui sont allés là-bas, ils ont leur façon de voir les choses. Et nous avons notre façon à nous de voir les choses. Et en aucun cas, nous, Ensemble pour la République, de façon officielle, prendrons ou encore officieuse, prendront la décision de pouvoir prendre les armes contre le pouvoir en place. Nous allons toujours cheminer dans la voie de la démocratie avec les armes qui nous ont été octroyées par la loi. Donc, moi, je déplore le comportement, l'attitude de ces gens-là. Et je lance vraiment un vibrant appel à toute la population congolaise de ne pas suivre ces aventuriers des grands chemins. Parce qu'ils nous ont apporté le régime qui est en place aujourd'hui. Et aujourd'hui, aller en guerre contre ces régimes, c'est du théâtre, c'est un paradoxe qui ne dit pas son nom. Mais pourquoi viser les élèves? Les paisibles, les enfants? C'est justement. J'ai dit tantôt ici que la plupart des politiques congolais ont ce qu'on appelle le manque de respect de la vie humaine. Je le dis ici également. On frappe dans les camps des déplacés, on frappe dans les écoles. Exactement. Quand la Constitution fait en sorte ou encore prévoit que la vie humaine soit sacrée. Vous allez me dire quoi? Quand des gens qui sont censés être des rebelles, et vous, des rebelles plutôt financés par l'étranger ou encore nos voisins du Rwanda, vous en tant que Congolais, vous les rejoignez au nom de quoi? Parce que vous avez contribué à ce que ces pouvoirs soient en place. Si vous pensiez que ces pouvoirs n'étaient pas, comme nous le pensons, en mesure de pouvoir résoudre le problème de la population congolaise, vous auriez dû vous insurger à être opposant comme nous sommes en train de le faire. Parce que la loi vous protège par rapport à cela. Mais vous avez décidé de prendre les armes. Non. Il a eu ses problèmes par rapport au carré minier, il a eu des problèmes par rapport à ses immobiliers. En conflit avec le pouvoir en place, il a dû se rendre de la rébellion. Ça, c'est l'arme de faible. Être rebelle, c'est l'arme de faible. On doit se battre pour de valeurs. Dire à la postérité, les gens qui viendront après nous, que ce n'est pas la voie de la force ou de la brutalité qui résout le problème, mais le dialogue, la force sur terrain sur base de respect de principes de loi établis par la République. Parce que vous allez vous souvenir avec moi que les lois ou encore la Constitution est l'émanation de la volonté du peuple. Et quand nous avons des députés au niveau du Parlement qui légifèrent au nom du peuple, quand même que des fois il y a des couacs, mais je pense que c'est la représentation ou la volonté du peuple de pouvoir avoir cette constitution que nous avons eue à voter comme étant référendum en 2006. Alors je vois bizarre aujourd'hui des gens qui se disent non, nous sommes démocrates, nous voulons être dans l'opposition pour combattre le pouvoir en place qui gère mal, aller dans la rébellion. Qu'est-ce que vous donnez comme exemple à tout le monde? Donc nous allons tous devoir aller dans la rébellion. Ce n'est pas un exemple à suivre. Donc on les laisse avec leur théâtre. Mais par contre, nous demandons à ces gens-là, s'ils ont encore une once de bonne foi, de bonne volonté, d'arrêter de massacrer nos enfants, d'arrêter de massacrer nos vieilles mamans, nos dames inutiles. Qu'est-ce qu'ils gagnent derrière ça? Même les déplacés des guerres. Qu'est-ce qu'ils gagnent derrière ça? C'est inhumain. Même si nous sommes dans l'opposition, même si nous sommes en train de combattre le régime en place. Mais parce que je suis dans l'opposition du régime en place, mais j'ai des frères et des sœurs qui sont aussi dans le pouvoir. J'ai des connaissances, des amis qui sont aussi dans le pouvoir. C'est pas pour autant que je vais prendre une bombe aujourd'hui, une grenade, et aller lancer soit à la présidence, soit dans un parti politique qui soit du pouvoir. Non. On fait une politique ou encore une revendication républicaine.
Donc, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous sommes des adversaires. Des adversaires politiques qui réfléchissent sur des idées, sur la façon de gérer les choses, sur la manière dont les choses évoluent, et non pas sur des armes que nous devons prendre à l'encontre de nos propres concitoyens que nous sommes en train de prétendre protéger. Or, en réalité, nous sommes en train de le tuer. C'est ça que nos amis Nanga et tous les autres consorts sont en train de faire. Alors, le président a opté pour la voie diplomatique, mais c'est une option qui semble aujourd'hui n'est pas marcher. Pourquoi n'est pas passé aussi à la vitesse supérieure? On frappe aussi. Parce que là, c'est des élèves qui meurent, c'est des déplacés de guerre qui payent alors que c'est des simples innocents. On a attaqué une fois l'aéroport de Goma. Mais face à tous ces faits, pourquoi Kinshasa continue encore de porter la voie diplomatique alors que nous continuons d'enregistrer des cas de mort chaque jour? J'ai toujours dit, je continuerai toujours à insister, c'est de l'incompétence tout simplement. On applique la voie diplomatique avec des gens qui sont ouverts à cette diplomatie. Quand on voit qu'il y a évolution par rapport à cela, on s'y tient. Mais on ne peut pas appliquer la diplomatie avec des gens qui ne cessent de vous tuer. Donc vous venez aujourd'hui, vous, rebelle, tuer ma mère, tuer ma femme, tuer mon frère, tuer mon père, et moi, je vais voir le voisin pour dire, non, dialoguons, hein, mettons en bas la terre, vous voyez, c'est pas bon, c'est notre territoire et tout. Non, ça c'est l'arme de faible. Souvenez-vous avec moi, à l'époque de Mouzé, si je ne me trompe pas. Il y a eu des problèmes avec les Souba et Sassou, si je ne me trompe pas, au niveau de Brazzaville, nos voisins. Leurs bombes ont retenti au niveau de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'il y a eu des dégâts chez nous. Le principe de la réciprocité. Exactement. C'est là où on découvre, exactement, c'est là où on découvre que ça c'est un homme, ça c'est un président, ça c'est un pouvoir souverain, ça c'est un gouvernement qui défend sa population. Mais quand vous êtes tout le temps dans les lamentations, vous êtes tout le temps dans les accusations, on ne vous prendra pas au sérieux. Je suis souvent les différents discours ou encore interventions du sanguinaire Kagame. Mais il se joue de nous, il se moque de nous. Parce qu'ils ne sont pas en nous un sérieux de gens qui veulent réellement défendre leur pays. Tantôt ils revendiquent nos terres, tantôt ils nous menacent de nous faire la guerre. C'est quelqu'un qui a une certaine haine en lui, nous ne savons pas d'où est-ce que ça vient, parce qu'on ne va pas se voiler la face. Les origines, encore les raisons pertinentes de la guerre à l'Est sont deux. Il y en a qui deux. La terre, mais également les minerais. On ne va pas aller se voiler la face. Et derrière ces histoires-là, les minerais, il y a des énormes richesses. Et derrière cela, il y a encore les Européens, les Occidentaux qui sont derrière ça pour pouvoir amasser nos richesses à des prix dérisoires. Et Kagame fournit cela à travers les guerres qu'il est en train de faire en RDC. Ne pensez pas qu'il est seul, parce qu'il y a des gens derrière lui qui sont en train de le financer. Et lui est en train de prendre des contacts avec des gens qui, malheureusement, sont non pas seulement de Rwanda, mais également de la République démocratique du Congo. Sans pour autant oublier le voisin Ouganda, parce que je crois que c'est par là qu'ils sont passés pour récupérer Bunagana, parce que c'est à la frontière de la RDC et l'Ouganda. Alors, si eux sont en train de faire ça, comme je l'avais dit tantôt avec nos amis qui sont aussi congolais, sont en train de les rejoindre, c'est une bêtise. Alors, nous restons dans cette posture-là des diplomates éternels, sans pour autant appliquer le rapport de force par rapport aux gens qui sont en train de vous agresser. Et essayez d'imaginer aujourd'hui les États-Unis attaqués par n'importe quel pays. Ils viendront vous dire non, allons dans la diplomatie, voilà, essayons de faire ceci et cela. Non. L'exemple est de l'Ukraine, par exemple. En termes de puissance par rapport à la Russie est forte. Mais l'Ukraine a eu de force après qu'il ait montré de quoi il était capable en disant que nous allons résister et il a attaqué. C'est-à-dire qu'en termes de force, parce que l'Ukraine face à la Russie ne fait pas le poids. Alors il a eu le soutien des autres personnes. Mais est-ce que le traitement que reçoit l'Ukraine, est-ce le même que celui dont bénéficie la Non, bien RDC? évidemment que non. Moi, je vais me L'Ukraine a aujourd'hui beaucoup de soutien de la part de la communauté internationale. Alors que pour notre cas, on nous demande d'aller négocier, d'appliquer la diplomatie. C'est pour vous dire que ces gens sont derrière. C'est deux poids deux. Exactement. C'est pour vous dire que ces gens-là sont derrière tout ce qui est en train de se passer à l'Est. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ça vous indique que l'étranger ne résolvera jamais de problème à votre place. Ils ont un bloc européen, Asie et consorts. Nous avons un bloc africain. Vous comprenez? Mais avant de pouvoir faire appel aux autres, vous devez démontrer à la face du monde que quand nous disons que nous sommes telle puissance, plutôt au niveau de l'Afrique, quantième au niveau de la liste, nous devons mettre ça en application sur le terrain. Mais quand vous n'êtes pas en mesure de le mettre en application, quand vous n'êtes pas en mesure de démontrer aux gens que vous êtes réellement en mesure de faire face à toute attaque et de protéger réellement la sécurité, plutôt de protéger réellement la population. Faire en sorte que les 4 points cardinaux de la RDC soient sécurisés, toutes nos frontières soient bouchées. Là, vous n'êtes plus une république souveraine. Là, vous avez hypothéqué, comme l'ai-je dit tantôt, la souveraineté de notre pays. Voilà pourquoi je dis, et encore je répète,
Cette diplomatie n'est pas une diplomatie agissante, mais une diplomatie faible. Une arme des incompétents, tout simplement. Allez, on a décidé de faire partir la MONUSCO et au Sud Kivu. La mission onusienne a déjà fait ses valises depuis 2 ou 3 jours. Est-ce la solution pour mettre fin à l'insécurité? Parce que nous estimons que la MONUSCO ne nous sert à rien. Est-ce que le départ de la MONUSCO va-t-il plutôt contribuer à l'efficacité ou à la montée en puissance de notre armée? Je pense que la MONUSCO jusque-là nous a rien apporté de spécial pour que nous puissions continuer à les laisser dans cette République démocratique du Congo. Mais cette question, il va falloir les prendre de façon un peu reculée, dans le sens qu'il faut vraiment bien réfléchir quand on prend cette décision. La population congolaise, de façon générale et particulière au niveau de l'Est, a décidé ou encore a souhaité que la MONUSCO puisse plier bagage, tout simplement parce qu'on a constaté qu'ils étaient dans la complicité, dans le pillage et consorts. Alors, aussi longtemps qu'ils étaient venus comme étant des gens qui se devaient normalement appuyer le gouvernement dans son action de pouvoir rétablir la paix au niveau de l'Est. Donc, dans ces points-là, je crois que c'est bien. Parce que déjà, on répond aux désirs de la population tant attendue. Mais évidemment, après autant de morts, parce que généralement, le gouvernement n'aime pas entendre facilement. Comme l'ai-je dit tantôt, ils ont désacralisé la vie humaine. Mais en fin de compte, ils ont fini par faire ça pour que ces gens puissent partir. Mais ce que je crains peut-être, c'est que, mauvais soit-il, ils avaient quand même un petit rôle qu'ils étaient en train de jouer dans le sens de pouvoir aider aussi un tout petit peu la politique, un temps soit peu. Tant bien que mal. Dans le sens que ils ne pouvaient pas, ça empêchait en quelque sorte le pouvoir en place, qui est peut-être mauvais, de pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient comme ils le veulent, sans pour autant qu'il y ait une certaine intervention de leur part. Mais de façon générale, ils n'ont rien apporté de particulier, très important à la population congolaise pour que nous puissions continuer à dépenser et encore débourser de l'argent, parce que vous allez reconnaître avec moi qu'il y a une somme qui est décaissée dans le trésor public pour pouvoir financer leur présence ici en RDC. Et ça coûte aussi beaucoup. Voilà, exactement. Donc c'est un gagne, plutôt une réserve pour nous, pays, pour pouvoir investir ça dans notre secteur. Très bien. Allez, on va parler politique à présent. La désignation du porte-parole de l'opposition. Une question qui divise l'opposition. Une question qui est à la base des attaques d'un côté, des répliques aussi de l'autre. Pourquoi Ensemble pour la République est déterminé à ces jours à faire appliquer la loi relative au statut de l'opposition? Ok. J'ai personnellement eu le temps d'observer un peu différentes interventions sur la toile, sur le plateau de télévision, de différentes personnes, tant de notre bloc, si vous voulez le dire ainsi, on doit le dire ainsi, mais également du bloc de nos amis particulièrement SID, parce qu'il y a aussi un vol qui a existé, mais ils ne sont pas trop dans la vulgarité comme nos amis décidés. Je dois vous dire d'entrée de jeu que je suis déçu un peu de l'opposition de façon générale, mais en particulier de la famille politique de Martin Fayulu, pour ne pas dire SID, qui jette l'opprobre sur l'opposition, tout simplement. J'aimerais bien savoir qui, dans cette famille politique ou encore dans l'opposition en général, a le monopole de décider qui est opposant, qui n'est pas l'opposant. Nos amis décidés ont l'audace de pouvoir nous dicter la bonne conduite de l'opposition sur base de quoi? Il y a une école de l'opposition où on doit nous dire que non. L'idée ne vous interdit pas d'aller discuter porte-parole de l'opposition. Mais plutôt les idées est contre qu'ils soient associés à cette démarche. Il n'y a pas de souci. Tout le monde, il y a de la démocratie dans tout. Quand on veut la démocratie, ce n'est pas seulement pour la majorité. On parle de la démocratie pour tout le peuple congolais, c'est-à-dire que l'opposition parlementaire ou encore extra-parlementaire, tout le monde est libre de réfléchir, d'adhérer ou ne pas adhérer à une certaine chose. Mais il faut avoir une certaine façon d'évoluer les choses. Mais le FCD avec Martin Fayulu, ils ont commencé un combat de la vérité des yeux. Où en sommes-nous? Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On commence un combat. À un certain moment, on s'est dit, non, il faut évoluer. Il faut changer des stratégies, des mécanismes. On arrête, on impose d'autres mécanismes. Vous comprenez ça? Alors, nous avions signé parce qu'il nous reproche... Vous arrêtez le combat, vous rejoignez l'Union Sacrée. Non, suivez-moi bien. Il a commencé avec la vérité des urnes. Exactement. Et à l'époque, Fayulu était encore avec vous. Oui, exactement. Que nous avons appuyé parce que nous avons soutenu lors de la campagne électorale, dont il avait d'ailleurs gagné. Mais, ensuite, nous avons décidé, étant républicains, il faut réfléchir ensemble pour l'intérêt de la nation. La différence entre nous dans Ensemble pour la République et les différents partis, notamment SID, on ne prend pas de décisions unilatéralement. Moïse Katumbi, qui est notre leader, ne prend pas de décisions unilatérales. Il a le temps de consulter. Souvenez-vous avec moi, avant que nous puissions adhérer dans l'Union Sacrée.
il a eu le temps de sillonner le pays pour pouvoir consulter des gens à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs, pour pouvoir c'est quoi l'expression, consulter les différents plutôt partenaires. Et nous avons eu à dégager un consensus qui n'arrangeait pas beaucoup d'entre nous dans le parti, mais vu que la majorité avait décidé, nous avons fait quoi? Nous avons adhéré. Parce que nous avons des organes au sein du parti. Il y a un bureau politique, il y a un comité directeur, ainsi de suite, il y a la convention nationale, ainsi de suite. Ces organes ont été mis en place pour justement régler ces genres de problèmes, pour éviter qu'il y ait une dictature dans le parti. Donc, Moïse Katumbi pouvait beau décider que non, on n'adhère pas. Ou encore, moi je décide qu'on n'adhère pas. Mais si la majorité des gens avec qui vous êtes en train de constituer ces partis ou encore cette famille politique décident de pouvoir adhérer, nous l'avons fait. Mais également pour une chose, pour pouvoir montrer aux gens que nous ne sommes pas avides de postes ou encore de quoi que ce soit d'autre. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne voulons pas brûler les pays tout simplement parce que nous voulons dégager des gens qui sont au pouvoir. Si aujourd'hui ils nous ont tendu la main pour que nous puissions adhérer, nous allons adhérer. Question aussi de travailler avec eux et voir où ça marche. Mais nous avions dit tantôt au début que nous n'adhérons pas pour le poste. Ils ont dû nous imposer ou encore insister pour que nous puissions prendre les 5 ministères que nous avions. Mais nous avions dit que nous ne venons pas ici pour le poste. Nous avons un cahier de charges que nous avons soumis parce que nous voulons ça pour la population. Au cas où ça ne marche pas, nous allons dénoncer. Et au fur et à mesure que le temps est passé, nous avons constaté que les choses n'allaient pas bien dans le sens que nous avions désiré. Et nous avons dû nous retirer de l'union sacrée pour la nation. Alors, ça, c'était déjà une certaine évolution. Je dis donner cet exemple-là pour dire aussi, de la même façon que le président Fayulu a commencé avec la vérité des urnes, à un moment, il a dû arrêter et de ne plus en parler. Pourquoi a-t-il arrêté? C'est au nom de l'évolution. Il faut changer de fusil d'épaule, il faut changer de stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Cette question de porte-parole de l'opposition, c'est une chose qui est reconnue par la Constitution et organisée par une loi organique portant statut de l'opposition. Si je ne me trompe pas, c'est le 4 décembre 2007, il y a 17 ans de cela. Hein, c'est la loi, je crois, numéro 07/008, qui détermine comment est-ce que l'opposition doit fonctionner avec un porte-parole. Pourquoi c'est là? C'est pour éviter justement ces désordres que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous venons comme étant opposition, mais de façon dispersée et en désordre sans pour autant donner du temps ou encore une position fixe par rapport au pouvoir en place. Voilà pourquoi le législateur a voulu à ce que nous puissions avoir une structure bien cadrée, de telle sorte que quand on vient parler, on va écouter le porte-parole de l'opposition qui parlera au nom de tous. Très bien. À ne pas confondre avec le fait que, ça ne veut pas pour autant dire que quand vous êtes porte-parole de l'opposition, vous allez marcher sur les autres partis politiques, vous avez pouvoir sur eux, vous avez pouvoir de décider à leur place. Non. Alors, nous avons décidé, nous, en tant que républicains, permettez-moi de définir ça, de pouvoir nous engager dans cette voie, de respecter ce qui prévoit la loi. Et vu que nous sommes républicains, la Constitution a prévu des choses. Il y a une loi organique qui régit cela. En quoi avons-nous péché? Là où je trouve la méchanceté et l'opprobre dont je parlais tantôt, de nos amis de l'SID, c'est qu'on vous adresse une correspondance innocente, correcte. Parce que dans cette loi, on prévoit l'opposition, on considère l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Vu que nos amis de l'SID n'ont pas de regroupement politique ou encore de députés au niveau du Parlement, ou de façon générale, donc députés ou sénateurs, nous les avons constatés parce que la loi nous dit que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Donc nous avons fait les choses correctement comme il se doit. Pourquoi cette correspondance se retrouve sur les réseaux sociaux? Non, nos amis sont animés d'une mauvaise foi tout simplement pour pouvoir faire le buzz. Comprenez avec moi qu'il y a des choses que nous devons mettre éclaircir. Très bien. J'aimerais bien continuer avec ça, mais je m'arrête un peu là. Alors, pour certains, Ensemble pour la République fait à ces jours le jeu du pouvoir. Vous n'êtes pas franc avec vos partenaires de l'opposition. En 2006, le MLC, qui était la première force politique de l'opposition au Parlement d'une manière générale, a snobé cette question des porte-parole de l'opposition. En 2011, l'UDPS, l'UNC et consorts, bref, tous ces partis de l'opposition n'ont pas voulu discuter de cette question. En 2018, Ensemble pour le changement, plateforme politique à l'époque, était aussi une force au niveau du Parlement, n'a pas voulu aussi se pencher trop sur la question. Mais pourquoi seulement en 2023 ou 2024, Ensemble doit ressusciter ou exhumer ces débats sur le porte-parole de l'opposition? Cette attitude fait de vous, d'après ceux qui ne partagent pas votre avis, des larbins de ses pouvoirs et des marionnettes même de l'Union sacrée. Qu'en dites-vous? D'abord, j'aimerais dire que le grand frère ou encore l'ancêtre d'Ensemble pour la République et Ensemble pour le changement de son temps, notre famille politique avait déjà commencé les démarches pour pouvoir réclamer cela.
nous avons dû interrompre cela parce que ce n'est pas la première fois que les partis Ensemble pour la République ou encore Moïse Katumbi réclament cela. Nous avions dit interrompre cela parce que nous avions commencé avec les pourparlers pour pouvoir adhérer à l'Union sacrée pour la nation. Voilà pourquoi nous avons mis cela en suspens. Si nous revenons à l'époque de Bemba, vous savez comment Bemba a quitté ces pays? À l'issue d'une guerre entre ses forces personnelles et celui de président Kabila à l'époque. Mais ça n'a pas fragilisé le MLC au niveau du Parlement comme force politique de l'opposition. Justement. Comme première force d'ailleurs. Je vous ai dit tantôt que notre parti politique fonctionne différemment des autres partis politiques. Nous, c'est la voix de la majorité qui prime par rapport à un consensus au sein du parti. Ailleurs, c'est la décision du titulaire qu'on aime bien appeler aujourd'hui autorité morale qui prend les dessus. Messieurs en exil, vous me dites comment est-ce qu'ils vont fonctionner ici? Bemba n'était même pas ici. Vous dites en 2011 que Tshisekedi n'a pas eu à réclamer ça. Tshisekedi a demandé aux députés de son parti de ne pas siéger. Je pense qu'il n'y a que sa tante, si je ne me trompe pas, mais aussi et son fils, celui qui est aujourd'hui le président de la République, qui n'a pas siégé. Mais leurs suppléants étaient là-bas. Et ce n'est pas moi qui le dis. Posez la question. Posez, voilà. Et c'est même tapé un parlementaire. Exactement. Fayoul, on lui a dit de ne pas siéger, mais il a dit laissez-moi que j'aille d'abord consulter ma base. Vous comprenez? Moi, j'ai suivi ça, c'est Zachary qui disait, qui parlait du président actuel. Vous comprenez? Que non, ces suppléants sont en train de percevoir de l'argent de la République. Ça, c'est être malhonnête aux yeux des gens. Il faut être sincère dans ce qu'on est en train de faire. En 2018, Fayoulou est arrivé. Nous l'avons soutenu, etc. Qui restait dans sa position-là des opposants, vérité des urnes et consorts. Il n'a pas eu le temps de réclamer cela. Nous étions en exil, mais malgré que nous étions en exil, nous avons eu le temps de pouvoir commencer les démarches pour réclamer cela parce que nous étions une force de l'opposition. Et bien, nous voulions à ce que ce soit cadré. Alors, si de tous ces temps-là, toutes ces années qui sont passées, les amis n'ont pas bien jugé les choses, n'ont pas voulu faire les choses comme il se doit. En quoi est-ce que ça nous engage, nous, aujourd'hui? Et en quoi est-ce que ça nous empêche de pouvoir suivre la loi et de pouvoir faire les choses dans les normes? Nous voulons demain être gestionnaires de ces pays. Mais si nous ne commençons même pas à respecter les textes établis concernant l'opposition, c'est demain quand nous serons dans le pouvoir que nous allons respecter. Votre démarche, d'après les idées en vol, crédibilise le pouvoir en place, on crédibilise les institutions, parce que vous avez ensemble décrié, voire même rejeté les résultats issus de ces élections. Ce sont ces résultats qui ont mis en place les institutions. Alors comment pouvez-vous changer si facilement les fusils d'épaule? Il y a eu élection. Accepter ce que vous avez refusé hier, parce que vous devez briguer les porte-parole de l'opposition. Nous n'avons nullement refusé ce que nous avions dit hier. Nous avions signé un communiqué conjoint avec nos amis des idées et des autres partis forces de l'opposition. Mais nous continuons également à dire toujours que les élections que nous avons eues a eu lieu, mais ça a été une très mauvaise élection. Parce qu'elle n'a pas respecté les normes, parce qu'il y a eu fraude, il y a eu tricherie. Et ce sont ces élections qui nous ont donné les institutions qui sont aujourd'hui en place. Non, je n'en dis qu'on n'y est pas. Je suis en train d'évoluer. Il y a eu élections municipales, présidentielles, ainsi de suite. Mais dans cette démarche-là, il y a eu des gens qui ont été votés sincèrement par la population. Nous avons été victimes, nous, de beaucoup d'entre nous qui ont été réellement votés, massivement, mais qui ont été élagués tout simplement par la volonté de M. Kadima et de sa famille politique, parce qu'on doit le dire ainsi. Il n'était pas indépendant. Alors, pour ceux au moins qui ont été rescapés de ces élections chaotiques, devons-nous dire qu'ils ne vont pas siéger? Il faut réfléchir. La politique de la chaise vide n'a jamais payé dans ces pays. Il faut faire un peu une analyse partant de tout ce qui s'est passé depuis les années 50, 60, et plutôt des années 60 jusqu'à maintenant. Les actions que nous avons eu à poser sur le terrain, quelle a été la résultante de ces actions-là? Devons-nous continuer dans cette démarche ou encore changer les mécanismes et les stratégies pour pouvoir acquérir ces pouvoirs-là? L'UDPS aujourd'hui a fait 37 ans au pouvoir. Et plutôt 37 ans dans l'opposition. Il ne cesse de pouvoir crier à gauche, à droite, 37 ans, 37 ans, 37 ans. C'est quoi la résultante aujourd'hui? Ils n'ont pas eu le temps de former les cadres. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Et ils ne sont pas arrivés au pouvoir. C'est quoi les rapports? Ils ne sont pas les rapports justement, entre le combat de l'UDPS et votre bataille aujourd'hui pour les postes des porte-parole de l'opposition? Ils ne sont pas arrivés au pouvoir par rapport aux mêmes pratiques qu'ils étaient en train de faire depuis jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je dis qu'il faut de fois changer de fusil d'épaule pour pouvoir avoir d'autres solutions qui nous mènera à bon port. Alors, nos amis de l'ECD ont une démarche qu'ils ont prise, une position qu'ils ont prise, qu'ils continuent à mener, qui est semblable à nos amis de l'UDPS. S'ils espèrent aujourd'hui acquérir le pouvoir par les mêmes voies que l'UDPS a aujourd'hui acquis le pouvoir,
Ça ne marchera pas une seconde fois. C'est pourquoi nous avons dit le mécanisme peut changer en fonction des circonstances pour pouvoir acquérir le pouvoir. En quoi avons-nous péché si nous acceptons aujourd'hui de pouvoir respecter la loi? Parce qu'il y a des députés à nous qui sont en train de siéger. Parce que ces députés ont eu mandat de la population. Certains ont été élagués. Mais ceux qui sont en train de siéger là-bas représentent le peuple, ont le temps de pouvoir suivre. Quand même qui n'ont pas cette majorité-là, mais ils sont en mesure de suivre l'évolution de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Mais n'oubliez pas une chose, ces députés sont l'œil de la population réelle. Pourquoi? Ils n'ont peut-être pas le pouvoir de pouvoir basculer une certaine décision en faveur du pouvoir en place. Vous ne représentez absolument rien. Non, on représente quelque chose. Vous êtes incapable de former même un groupe parlementaire. On représente quelque chose. La clameur politique est très importante. La clameur populaire est très importante. Si aujourd'hui, nous sommes en mesure... Vous comptez sur la clameur publique? Non. Et laissez-moi évoluer. Pourtant, vous avez décidé d'envoyer vos députés pour se battre. Ces députés sont là, oui. Ils sont en interne. Mais je vous ai dit qu'ils n'ont pas un grand pouvoir pour pouvoir faire basculer les choses au niveau du Parlement, tout simplement parce qu'ils sont minoritaires. Conscient de cette situation, pourquoi avez-vous décidé de les envoyer à l'Assemblée nationale? Justement, c'est ce que je suis en train de développer. Je donne un exemple simple. Nous sommes deux forces politiques différentes. Mais, on envoie par exemple un espion chez vous là-bas. Oh. Parce que vous avez envoyé vos députés à l'Assemblée nationale pour aller espionner ce qui se passe là-bas. Non, je vous ai donné un exemple un peu similaire à ça, mais je n'ai pas dit que ce sont des espions. Je donne un exemple, laissez-moi développer ça. Ces espions-là, son rôle est de recevoir, d'écouter tout ce qui est en train de se passer, mais son action est un peu limitée. C'est vrai que par rapport au Parlement, ils pourront dire quelque chose, mais au niveau de l'espion, c'est limité. Mais au moins, il pourra écouter, entendre. Et dès qu'il entend, il ramène dans la masse. Donc nous, nos députés sont au niveau du Parlement. Ils font leur travail qui a été précis, un travail précis qui est prévu au fait par la loi au niveau du Parlement. Mais quand ils ne sont pas en mesure de faire basculer les décisions en faveur de la population ou encore de l'opposition, si nous pouvons le dire ainsi, ben, ils reviennent au niveau de la population pour dire à la foule, à la masse de la population, voilà, vous nous avez envoyé au niveau du Parlement. Voilà ces gens qui ont été nommés au niveau du Parlement. Ce qu'ils sont en train de faire, voilà ce qu'ils veulent faire. Souvenez-vous avec moi lors, je crois, des élections 2011, si je ne me trompe pas. Avec Maboun, on a voulu changer quelque chose là, je ne me trompe pas. Mais il y a eu la population qui est sortie. Non, je crois que c'était ça, voilà. On voulait conditionner voilà, les élections par rapport à l'ONU et tous les recensements et tout et consorts. Janvier 2015. Voilà, exactement. Vous voyez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé actuellement au niveau du Kenya? On a voulu augmenter les taxes. C'est la population qui a réagi. Ce n'est pas le Parlement. C'est le Parlement qui voulait justement voter cela. Alors, le rôle de l'opposition au sein du Parlement, c'est justement ça. Être ces gens-là qui vont faire... Est-ce que cette population est avec vous, de l'opposition? Absolument pas. Vous le pensez? Nous venons des élections. Il y a un président de la République qui a été élu avec 73%. Je vous dirais, non, ça c'est de la distraction. C'est 73%, nous savons que c'était avec Moïse Katumbi. Vous n'avez qu'à voir les images, on va vous expliquer quoi. Je vous donne un exemple simple, même pas un exemple simple, je vous dis, prenez votre micro, vous êtes journaliste et faisiez ce qu'on appelle les micro-baladeurs. Posez la question à la population, qu'ils vous disent réellement ce qu'ils sont en train de ressentir. Souvent, on a tendance à penser qu'ici à la Gombe et tout, qu'on sort, ça va, ça marche, et tout, la vie, elle est bonne. Allez à Kimbansek, allez à Selembao, allez à Bumbu, allez à Maluku, allez au fin fond en Ituri, à Issir, et ainsi de suite. Là où les gens sont en train de vivre un calvaire, vous allez vous poser la question si nous sommes toujours humains. Vous comprenez cela? Posez la question à ces gens-là, s'il y a eu élection. Posez la question à ces gens-là, si réellement nous sommes en train de fonctionner comme il se doit. Alors on va le réquiller. Donc ça, je pense que c'était un dossier qui a déjà été réglé. Nous savons que nous étions gagnants de ces élections. Moïse Katumbi avait gagné platement ces élections présidentielles et que nous avions eu énormément de députés. Mais comme le jeu politique africain veut que de façon mauvaise, que nous puissions toujours tricher, on a continué dans cet élan-là. Et c'est décevant partant du fait que nos amis du pouvoir actuellement puissent suivre le même chemin que les gens qu'ils ont eu Vous n'avez pas répondu à ma question. Avant. Vous êtes à ce jour qualifié de larbin du pouvoir, oui, des marionnettes de ces régimes. Exactement. Vous vous accrochez au poste de porte-parole de l'opposition parce que vous savez qu'il y a aussi des avantages liés à cette fonction. Le porte-parole de l'opposition aura bien évidemment quelques avantages, un peu comme un membre du gouvernement. Il aura un cabinet avec lui. C'est-à-dire qu'Ensemble pour la République veut se faire une santé financière et politique en s'attachant à cette question des porte-parole de l'opposition. D'abord, nous avons un leader dans notre parti politique qui était un milliardaire. Ça, il faut le reconnaître. Ça, ah bon? Oui, je vous le dis. Qui a fait de lui milliardaire?
qui est assez riche, allez lui poser la question, il vous le dira. Donc, pourtant, ça, c'est lui. Pourtant, Deuxièmement, quand on parle des milliardaires, au monde, on ne cite jamais. Non, il n'est pas dans le fanfarodisme et tout. Non, il préfère rester réservé et tout. Mais ceux qui connaissent, vous le savez, je le sais. On parle des Bill Gates, on parle des. Quand quelqu'un est en mesure de négliger. Twitter et consorts, le créateur de Facebook, on n'a jamais cité Moïse Katoum comme milliardaire. Quand quelqu'un est en mesure de négliger le poste de député, il faut qu'on le dise. Il ne faut pas qu'on mâche le mot. Quand quelqu'un est en mesure de négliger le poste de Premier ministre et qu'on sort là, vous savez combien coûte toucher un Premier ministre, tous les avantages y afférents. Mais quand il néglige ce genre de choses... il a peut-être des moyens pour vivre, mais dire que c'est un milliardaire... Disons comme vous le dites là. Katoum a des moyens pour vivre et faire vivre son parti politique. Ça, c'est il a les moyens de voyager, il a des moyens... D'accord, disons ça dans ce sens. Autrement dit, de la même façon qu'il est en mesure de faire vivre, il est aussi en mesure de faire vivre son parti politique parce que ces partis politiques, avant de les concevoir, il faut avoir des moyens pour avoir un parti politique. Notre parti n'est pas un parti mallette. Ça, c'est un. Nous sommes à la solde du pouvoir parce que nous avons décidé d'accepter ce... On n'a pas décidé des marionnettes du pouvoir. Ouais, on n'a pas décidé d'accepter quoi que ce soit. Le pouvoir en place ne nous a rien donné. On réclame parce que c'est notre dû, le dû de l'opposition, pas dû de nous en tant qu'ensemble pour la République. Non, ça c'est autre chose. Je parle de l'opposition de façon générale. Ça doit être établi. Donc, on ne fait aucune faveur. Ça, c'est un. Deuxièmement, le poste de porte-parole de l'opposition est un peu similaire à un certain d'un ministre, c'est-à-dire qu'il pourra avoir les différents avantages qu'il pourrait toucher un cabinet, il a un cabinet, etc. Et tout. Des policiers avec lui. Si vous me dites que nous adhérons à cela parce que pour se faire une santé financière, nous avions eu 5 ministères. Pourquoi avons-nous décidé de quitter le pouvoir? Parce que nous étions à l'aise, non? Comme les autres sont en train de le faire. Pourquoi Chéribé Okende aujourd'hui est mort? Pourquoi il a quitté son poste? Pourquoi Mwanossimba Christian, l'honorable, a quitté son poste de ministère et tant d'autres? Parce que nous en avions autant. On pouvait dire comme tout le monde, on s'est mis à l'aise, on reste dans notre coin et tout. Hein? Vous voyez un peu, on s'est fait notre santé financière. Mais pourquoi nous avons décidé de quitter? Et aujourd'hui, qui aura le DAS de nous dire que non, nous voulons nous faire une santé financière à travers le porte-parole de l'opposition? Qui rapportera quoi exactement? Vous êtes essoufflé dans l'opposition, vous avez besoin de caser certains de vos membres. Essoufflé en termes de quoi exactement? Et vous n'avez plus de moyens. Justement, je vous dis, la meilleure façon de pouvoir avoir des moyens, nous avions 5 ministères au niveau de l'Union sacrée de notre temps quand nous étions encore dans l'Union sacrée. Et vous les avez perdus. Alors, et à ce jour, vous cherchez encore des voisins moyens déposés et laissés. Pour vous retrouver dans les institutions. Non, on ne les a pas perdus. Il faut nuancer. On a démissionné, on l'a laissé, on a abandonné. Cette culture-là, les Congolais, de façon générale, au niveau de la classe politique, n'en ont pas. Nous avons démissionné. Quand on voit que ça ne marche pas, on démissionne. Donc ça serait une insulte aujourd'hui de dire que non, aujourd'hui nous voulons être porte-parole de l'opposition tout simplement pour se faire une santé financière. C'est une insulte au parti ensemble pour la République. C'est une question d'argent. Nous ne sommes pas quémandeurs d'argent auprès de qui que ce soit. Non. Je vais en paix dans la particularité. Parce qu'à un certain moment, il y a un certain lien. Moïse Katoum a une équipe de football qui n'a rien à voir avec la politique. Mais même si on constate que non, la politique a tendance de suivre aussi ces activités particulières. Les différentes équipes ont tendance à recevoir un financement de l'État. Ça fait combien de temps que Mazembe ne reçoit pas son financement? Combien de temps? Dans le financement, pour vous, dans comment on appelle ça? Dans le sponsoring de ces différentes compétitions, il y a le Rwanda qui est là, avec son empreinte, visite Rwanda et tout là. Et c'était obligé que tous les joueurs puissent mettre cela. Moïse a refusé avec son équipe. Non, je ne peux pas soutenir le Rwanda qui agresse notre pays. Il a perdu une somme énorme, je crois, entre 400 000 et 600 000 $. Et tout ça, on ne voit pas la bonne volonté de la personne. On ne voit pas que la personne est en train de se battre pour ça. Vous comprenez? Alors, si nous avions réellement besoin d'argent, on allait mettre ça. Il allait pouvoir injecter ça d'une certaine manière dans ces partis politiques qui ne lui appartient pas à lui-même parce qu'on ne peut pas créer un parti politique seul. Mais c'est tout simplement pour vous dire que nous n'avons pas besoin d'un financement X ou Y. Sinon, si c'était le cas, nous n'allions pas être dans l'opposition. Pourquoi être dans l'opposition si on a besoin d'un financement de X ou Y? Allez, on va terminer cette émission. Est-ce que Moïse Katumbi, à titre individuel, est-il tenté de briguer le poste de porte-parole de l'opposition? Parce que ce sont les députés et les sénateurs de l'opposition qui vont voter, et c'est connu de tous qu'Ensemble pour la République constitue la première force de l'opposition au niveau du Parlement. Est-ce que Moïse Katumbi, à titre individuel, est-il intéressé ou attiré par ces postes, ou il va le céder à quelqu'un de sa formation politique? Merci. Et s'il doit le céder, vous personnellement,
sur qui pouvez-vous jeter votre dévolu pour briguer ces postes? J'aimerais ne pas trop m'avancer sur ces sujets-là parce que nous ne sommes pas encore là. Et deuxièmement, je ne suis pas porte-parole de Ensemble pour la République, je suis tout simplement cadre de Ensemble. J'ai demandé votre avis personnel. Oui, exactement. Alors, personnellement, dire que Moïse Katumbi, d'abord, je pense qu'il serait un très bon porte-parole de l'opposition. Ça, c'est mon avis. Je sais qu'il sera un très lui qui est accusé par les CID d'avoir des insuffisances intellectuelles. Parce qu'en tout cas, ce sont les propos du secrétaire général de l'ECID qu'il a dit pendant la campagne. Il avait des insuffisances électorales. Il n'avait pas le profil pour vous diriger. L'intelligence ou la capacité intellectuelle, c'est défini par rapport à quoi? Question directe à Devos Kitoko. Nos amis sont tout simplement arrogants. Ils ont cette arrogance-là de penser qu'ils sont mieux que tout le monde. Là où Katumbi a réussi. Moi, j'aime bien prendre son exemple dans ses activités personnelles. Là où il a réussi. Vous pensez qu'un idiot peut réussir comme ça? Comme ça, là. Faut pas que la population de l'Arabiso. La population de l'Arabiso, quelqu'un qui a commencé ses affaires n'étant pas dans la politique. S'il est bête et idiot, il n'a pas une capacité intellectuelle élevée. Peut-il réussir dans ses affaires? Aurait-il été en mesure de gérer les Katanga comme il a eu à le faire? Ça, ce sont des débats trop bas qui ne reflètent pas l'image d'un grand secrétaire général qui devrait être M. Devos Kitoko. Merci beaucoup. Voilà. Vous n'avez pas répondu à moi. Oui, j'y reviens. S'il faut choisir, par exemple, une personne qui peut être porte-parole de l'opposition, c'est mon avis personnel. Pourquoi pas moi? Ok. Voilà. Pourquoi pas moi? Je penserai à Salomon. Je penserai à il a promis de ne plus travailler dans l'ombre comme il en avait l'habitude par le passé. Exactement. Cette fois-ci, il sera vraiment sous le coup des projecteurs. Salutations à lui, à l'honorable sénateur Salomon Kalonda. C'est un homme qui parle peu, mais la sagesse réside auprès de lui. Merci beaucoup. Une façon encore de répondre au secrétaire général de l'ECD qui disait ça à son temps, que Moïse Katumbi n'a pas une capacité intellectuelle et il s'entoure de gens qui ont une caboche. Quand tu n'en as pas, tu ne peux pas t'entourer des gens qui ont une caboche. Merci beaucoup. Allez, cette émission est terminée en quelques secondes. Votre commentaire sur la publication du gouvernement provincial de Kinshasa, 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Il y a des gens qui pensent que le gouverneur a violé la loi sur la libre administration des provinces qui limite à 10 le nombre des ministres provinciaux. Mais là, nous en avons 10, mais aussi 10 autres commissaires généraux. De manière globale, est-ce que vous pensez qu'avec la nouvelle équipe, avec le nouveau gouverneur, que Kinshasa va rayonner? Avant de pouvoir aborder ces sujets, j'aimerais d'abord clore cette question de porte-parole de l'opposition. Je crois que l'opposition a mieux à faire, le peuple attend mieux de l'opposition que ces différents échanges de mots ou encore de phrases, etc. Entre nous, ça ne sert à rien. Nous sommes là en train de militer pour le salut du peuple. On doit réfléchir en termes de contrecarrer les actions du régime actuel qui ne se font pas en faveur de la population. Très bien. Plutôt que de passer notre temps à nous chamailler inutilement, c'est trop bas. Ça, concernant Kinshasa, personnellement, je n'ai pas eu le temps de vraiment bien m'enquérir sur la situation. J'ai eu vent de cela aussi, mais je n'ai pas bien eu le temps de pouvoir analyser ou encore prendre des détails concernant cette situation. Mais moi, je pense que, de façon générale, le pouvoir en passe à exceller dans le viol, non pas seulement de la Constitution, mais des lois établies. Alors, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Et rien ne m'étonne tout simplement quand je vois ce genre de choses. Ils vont pouvoir justifier cela avec de mots ou encore de phrases qui ne tiendront pas debout. Mais je préfère ne pas être pessimiste, mais réserver pour le moment, réfléchir sur le sujet et Dieu prêtant vie, on y reviendra. Merci beaucoup, PM. J'ai remarqué en vous la gestuelle de votre mentor, Jacques Ndala. Mais aussi, sans parler. Mentor, c'est un peu trop fort. C'est un aîné, un camarade du parti qui a fait son temps au sein du parti, qui a excellé dans certains domaines et également qui a gaffé aussi énormément dans beaucoup de choses. Il a fait son temps, il est parti, il a dit des choses désobligeantes au sein du parti, Ensemble pour la République, mais également pour le président Moïse Katumbi. C'est une autre parenthèse que vous ouvrez. Moi, justement, vous avez ouvert une parenthèse, laissez-moi parler. Non, si c'est... justement, je vais atterrir. Sa gestuelle, je l'ai retrouvé. J'y atterris. Justement, il a fait son temps, il est parti. J'aimerais bien respecter la personne, parce que quand on parle de lui, ça nous tique un peu. Mais sinon, pour ses qualités, si vous retrouvez ces qualités en moi, de bonnes qualités,
Je dis bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup, PM. Allez, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bon début de week-end à tous et à chacun. Oui, mais on connaît ça là. À répondre. Non, non, c'est pas mon mandat.